Je voudrais vous parler aujourd'hui de l'homéopathie, comme vous ne l'avez peut-être jamais entendu. Depuis 1806, date à laquelle Samuel Hahnemann a inventé l'homéopathie, ou en tout cas est parvenu à la faire connaître au monde, jusqu'à nos jours, elle n'a cessé d'augmenter en efficacité et la confiance de la population, aussi bien européenne qu'indienne que mondiale, n'a cessé d'augmenter. Toutefois, en 1983, alors que j'étais encore en train de faire mes études de médecine et mes études d'homéopathie, j'ai été un des premiers lanceurs d'alerte, alors qu'on était en plein boom de l'homéopathie. Les écoles d'homéopathie regorgeaient d'étudiants, mais déjà je pressentais un danger lié à l'industrialisation de la fabrication des remèdes, qui ont entraîné une réduction du nombre de remèdes, une réduction du nombre de dilutions, dynamisation, puis à la médicalisation de l'homéopathie. Beaucoup d'homéopathes avaient envie d'une reconnaissance universitaire, une reconnaissance de leurs confrères. Ça aussi a contribué à la restriction de l'homéopathie. Et puis il y a eu la politisation de l'homéopathie, à savoir s'il fallait la rembourser, etc., etc. Et tout ça a entraîné progressivement, à partir des années 90, 90, un déclin de l'homéopathie, non pas auprès du public dont le succès était croissant, mais tout simplement parce qu'il y avait de moins en moins de pharmacies capables de fabriquer et en autorisation de pouvoir fabriquer des remèdes, que le nombre de médecins dans les écoles n'a cessé de diminuer et qu'actuellement on se rend vers une grande pénurie de médecins homéopathes, tout simplement parce que l'âge moyen des homéopathes atteint les 70-70 ans et que d'année en année, il y en a de plus en plus qui quittent la profession. Par ailleurs, il y a également une diminution de la liberté du choix thérapeutique des patients qui croient. Et c'est en 1996-96 qu'il y a une véritable opposition qui s'est accrue et on est vraiment rentré dans un homéocide, c'est-à-dire une volonté de faire disparaître l'homéopathie. Ça a commencé par les déremboursements, puis par le déni des études rigoureuses, puis il y a eu des méta-analyses qui ont été biaisées pour prouver qu'il n'y avait aucune preuve scientifique valable à l'heure actuelle, alors que l'absence de preuve d'efficacité n'est pas une preuve d'inefficacité. Et puis, beaucoup d'homéopathes auraient bien aimé mener des recherches, mais le problème, c'est que chaque fois, les recherches sont faites selon les critères de la science actuelle et il n'existe pas encore à l'heure actuelle de moyens suffisamment sensibles, à part quelques exceptions, pour montrer que le remède homéopathique laisse une information dans l'eau lors du processus de dilution et dynamisation. Et au cours des dernières années, on assiste véritablement à une suppression des enseignements universitaires de l'homéopathie et dans la presse de campagnes de propagande pour inciter les médecins à croire qu'il s'agit purement et simplement de placebo, que les médecins qui pratiquent l'homéopathie ne respectent pas les règles de l'evidence-based medicine, donc la médecine basée sur les faits, et que donc il est très fréquent de voir les médecins homéopathes, malgré leurs 7 années d'études universitaires, d'être traités de charlatans. En 2010, de lanceur d'alerte, je suis passé à lanceur de solutions innovantes parce que je me rendais bien compte que là, on était rentré vraiment dans la phase de déclin majeur et de disparition de l'homéopathie. Et c'est à cette époque qu'avec mon épouse, j'ai créé le concept de médecine sensitive coopérative, dans le but de sensibiliser mes confrères au fait que les patients n'étaient pas des objets atteints d'une maladie, mais des sujets sensibles et que leur sensibilité avait joué un rôle particulièrement important dans le choix de la maladie qu'ils avaient développée.
et que s'il y a des progrès notoires qui ont été observés au cours de ces dernières années dans les hôpitaux où il y a des réunions pluridisciplinaires, je déplore toujours que les patients n'y sont pas invités, donc on décide pour eux et pas avec eux. Et donc en médecine sensitive coopérative, je me suis rendu compte au cours de mes 33 années de pratique médicale que le patient était celui qui déclenchait sa maladie et qui avait donc aussi la capacité épigénétique et génétique d'arrêter sa maladie en faisant un bon usage. En 2013, j'ai publié avec mon épouse le livre Om-Sham, abréviation de l'homéopathie chamanique ou l'homéopathie sensitive hahnemannienne, qui est un véritable message viral pandémique, c'est-à-dire qu'en fait, dans le monde entier, tout le monde peut apprendre l'Om-Sham. En fait, la découverte de l'Om-Sham s'est produite un jour que je testais en kinésiologie un remède dans une dilution et une dynamisation. Et avant même que la personne ait pu aller le chercher en pharmacie, il y a eu une guérison instantanée de la maladie. Et c'est ainsi que j'ai eu mon attention attirée sur le fait que la simple information suffisait sans avoir besoin de trouver le remède dans la nature, au sacrifice parfois de l'animal, de la plante, du champignon ou du minéral. Et que pour les règnes qu'on ne savait pas utiliser, comme le règne astral ou le règne spirituel, ben, il était possible néanmoins, avec la vibration, de faire des remèdes qui pouvaient activer en nous des capacités épigénétiquement. Et donc, alors que depuis 2018, la répression extérieure grandit, hein, comme on a pu le voir dans l'actualité, en fait, nos possibilités de liberté intérieure, qui sont illimitées, sont en train de voir le jour, grâce notamment aux progrès en neurosciences, en épigénétique et en épimémétique. C'est-à-dire l'épimémétique, la capacité que nous avons d'influencer la vie de la société dans laquelle nous vivons, à l'image de la capacité que nous avons à influencer l'expression de nos gènes. Et donc en 2019, je rêve, ainsi que mon épouse, de voir cette utilisation de l'Om-Sham grandir, parce que c'est une technique que tout le monde peut apprendre à n'importe quel âge, même des petits-enfants peuvent l'apprendre, et qui nous permet d'accéder à la banque de remèdes illimitée qui est en nous et qui est en fait une mémoire de toute l'évolution de la vie depuis son commencement au Big Bang jusqu'à nous aujourd'hui. Et en fait, l'Om-Sham permet non seulement, quand nous sommes en difficulté, où que nous soyons, de pouvoir nous prescrire nous-mêmes intérieurement un remède pour activer les forces et les capacités dont nous avons besoin pour nous adapter, nous transformer ou nous réparer en cas de blessure, de fracture, etc. Mais aussi d'aider tous les êtres vivants qui nous accompagnent dans cette vie et sans lesquels nous ne saurions pas survivre. Effectivement, certains êtres vivants nous survivraient si nous venions à disparaître, mais nous ne pouvons pas survivre en tant qu'êtres humains sans la coopération des autres êtres, que nous sommes les premiers à maltraiter. Et donc, avec l'Om-Sham, nous pouvons non seulement nous aider et aider nos frères humains, mais nous pouvons aussi aider nos frères animaux qui sont de plus en plus maltraités, nos amis les plantes qui sont également de plus en plus maltraitées, mais aussi les champignons, les bactéries, les virus, qui sont des êtres vivants et dont on sait aujourd'hui qu'ils forment notre microbiote capital à notre survie, et aussi les minéraux, notre terre-mère, notre soleil, les planètes qui nous influencent et que nous pouvons influencer aussi. Et tout ça, ben, fait l'Om-Sham, l'homéopathie chamanique, parce que les chamans ont cette capacité que nous avons tous à communiquer en amour et à être en unité avec tous les êtres sans lesquels la vie n'est pas possible.